Dictature ou régime autoritaire? Pays en voie de démocratisation ou démocratie de façade? Autant de questions que se posent parfois de bonne foi ceux qui suivent l'actualité algérienne sans connaître la réalité du pouvoir qui règne sur ce pays. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire pourquoi l'Algérie est une dictature, pourquoi il faut la qualifier comme telle et pourquoi il faut la considérer comme telle. Je vais en profiter aussi pour commencer à aborder, à la fin de cette vidéo, un sujet quelque peu tabou en France. La complaisance des responsables politiques français à l'égard de ce régime, incarné pourtant par de vrais voyous. Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier notamment et en premier lieu tous les Algériens qui m'ont écrit après mes deux précédentes vidéos sur la même thématique. Et surtout ceux qui ont laissé des commentaires ici même pour dire à la fois leur préoccupation et leur rejet de ce système corrompu et corrupteur qui refuse d'accéder aux revendications du peuple. J'occulte évidemment tous les larbins du régime, pour dire les choses clairement, qui usent d'injures et d'accusations farfelues. On les connaît et on sait qu'ils n'incarnent ni le peuple, ni ses aspirations légitimes. Mais qu'ils sont le produit à la fois de l'abrutissement ambiant, malheureusement, voulu justement par le régime. J'ai reconnu surtout, à travers certains messages, les petites mains des officines à la solde de ce pouvoir mafieux et qui n'ont d'autres arguments que l'insulte. Nous le savons tous, en tout cas ceux qui connaissent l'Algérie le savent, ces gens ont été élevés dans la haine, la violence et la vulgarité. Mais passons, revenons maintenant à la fois à des choses plus sérieuses et beaucoup plus intéressantes. Vous m'entendez, et ceux qui me lisent le savent, je ne cesse de fustiger, et ce depuis plusieurs années, ce pouvoir en utilisant les mots et les qualificatifs qui conviennent le mieux à sa nature réelle. Alors posons-nous la question, est-il juste de qualifier l'Algérie de dictature ou serait-ce un excès de langage? Prenons les choses dans l'ordre. Dans les instituts d'études politiques, on estime en substance qu'une dictature est un système de gouvernance à travers lequel une personne ou un groupe de personnes détient le pouvoir de manière arbitraire et autoritaire sans le partager, sans respecter d'alternance et sans accepter la participation du peuple et encore moins les contre-pouvoirs indépendants, en l'occurrence de vrais syndicats, des médias libres et une justice totalement indépendante. Je pense, et ce n'est pas exagéré, que la majorité des Algériens sincères reconnaît le pouvoir dans ce que je viens d'énoncer. Abdelmadjid Tebboune, l'actuel président nommé par les patrons de l'armée, n'incarne en aucune manière une Algérie nouvelle, le slogan qu'il utilise pour tromper l'opinion publique. Il est au contraire l'enfant de ce système, le produit de ce système, le complice de ce système, le serviteur de ce système, chargé justement de la pérennité de ce même système. C'est important de comprendre cet aspect que je précise une fois de plus parce que j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer dans ma précédente vidéo. Vous la trouverez ici, c'est important de le comprendre car le pouvoir algérien cherche à légitimer ses dirigeants en leur conférant des titres qui sont en vérité usurpés. Tout est fait pour tromper, à commencer par l'appellation officielle. République algérienne, démocratique et populaire. L'Algérie n'est malheureusement ni une république, ni démocratique, ni populaire. Donc, ne vous laissez pas manipuler. Que vous soyez algérien ou pas, comprenez pourquoi j'affirme avec force que ce pays est une dictature. Parce qu'il répond tout simplement aux critères reconnus mondialement comme étant ceux qui définissent ce qu'est une dictature. Je vais en énumérer les marqueurs les plus importants qui vont permettre de compléter la première définition que je vous ai donnée. 1. Absence de pluralisme politique. Vous allez me dire, mais il y a des partis d'opposition en Algérie. Oui, justement, ils servent la façade et permettent de dire qu'il existerait une pluralité. Mais si on regarde de plus près, l'on remarquerait qu'il y a deux types de partis en vérité. Il en existe qui sont les alliés du régime, dirigés par des pantins qui se laissent complaisamment manipuler à travers des récompenses matérialisées par un accès
à quelques privilèges et autres subsides. En clair, il se laisse acheter. Et il existe un autre type de parti, un peu plus indépendant, voire beaucoup plus indépendant, mais malheureusement peu représentatif, et ayant surtout une marge de manœuvre très réduite, puisqu'ils n'ont pas accès, par exemple, aux médias contrôlés par le pouvoir, et je parle des grands médias, et ce dernier, tout en tolérant leur existence, fait tout pour les maintenir dans une forme de fragilité, surtout financière, afin qu'ils ne puissent pas déployer leur vision, leur programme, évidemment leurs actions à l'échelle nationale. 2. Concentration des pouvoirs. Là aussi, en analysant le champ politique algérien, l'on s'aperçoit qu'il y a deux types de pouvoirs. Le premier est là aussi de façade, incarné par des institutions comme l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais aussi le Conseil constitutionnel, qui ont tous une marge de manœuvre en vérité insignifiante, composée le plus souvent de la clientèle du régime. Et il y a de l'autre côté le second niveau, le pouvoir réel. Celui-ci est concentré entre les mains de la présidence et de l'état-major de l'armée. Les deux s'appuient sur une administration corrompue et aux ordres. Cette architecture a permis dans son ensemble la création d'un barbarisme qui définit ce type de dictature. On les appelle désormais les démocratures. Ce sont en vérité de fausses démocraties qui se cachent derrière un décorum institutionnel qui permet d'avoir les apparences d'une démocratie sans en avoir le fonctionnement. Je m'explique. En gros, si vous achetez une voiture sans moteur et sans roue, est-ce que vous pouvez dire pour autant que vous avez une voiture? En théorie, oui, puisque vous avez la voiture. Mais dans les faits, non, car ce que vous avez n'est d'aucune utilité. C'est ça une démocrature. Ça ressemble à une démocratie, elle en possède les formes, mais ne dispose pas du moteur, en l'occurrence, ce qui permet son fonctionnement. 3. Contrôle de l'armée et des forces de sécurité. Comprenez la nuance. Les forces de sécurité sont au service du régime, c'est-à-dire d'un petit groupe de personnes, et non pas au service de l'État. Comment saisir la différence? Des organes de sécurité au service d'un État agissent selon des textes de loi, selon une réglementation stricte, et sont soumis surtout à des contre-pouvoirs, notamment au contrôle de la représentation nationale, c'est-à-dire du Parlement. Dans le cas d'espèce, en Algérie, l'armée, personne ne la contrôle. C'est elle qui est habilitée à contrôler tout le monde et toutes les institutions, d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, par exemple, c'est vrai selon les équilibres et les jeux de pouvoir, mais aussi selon les rapports de force du moment entre différents clans qui configurent le régime, autant il est possible, par exemple, que le président écarte le chef d'état-major, ce qui serait normal, mais autant le chef d'état-major serait en capacité, là aussi selon le rapport de force, d'écarter le président. Alors en Algérie, ils font très attention, ce n'est jamais frontal, ou c'est rarement frontal. Ça passe par un jeu de manipulation et d'instrumentalisation, ça passe aussi par des campagnes de déstabilisation. Je sais que beaucoup d'Algériens ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais le fameux Hirak, la contestation populaire qui exprimait quelque chose de réel au sein de la population, a été très vite largement manipulé, instrumentalisé et dirigé notamment par les différents services de l'armée dans le but de fragiliser l'ancien clan présidentiel. Et les figures du Hirak, les mieux structurées politiquement et intellectuellement, les plus charpentées, ont tous été emprisonnés ou à tout le moins harcelés et poussés vers l'exil. 4. Refus de l'alternance au pouvoir. Le même régime, le même système, quasiment les mêmes hommes dirigent l'Algérie depuis l'indépendance. La cellule souche de ce pouvoir, si j'ose dire, s'appelle l'armée des frontières. Son système nerveux s'appelle la sécurité militaire. Son fonds de commerce, un nationalisme bête et méchant, un archaïsme qui défie toutes les logiques émancipatrices, un mode de fonctionnement, le populisme, l'instrumentalisation de l'histoire et la manipulation. Et enfin, des victimes, l'Algérie d'une part et le peuple algérien de l'autre. Oui, ce régime a littéralement sacrifié le pays et son peuple pour qu'une poignée d'individus, quelques centaines tout au plus,
puissent jouir à la fois de la puissance qu'offre le pouvoir et les privilèges qui découlent de la rente pétrolière. 5. Non-reconnaissance des libertés individuelles et collectives. Je ne vais pas m'étaler sur cet aspect tant il est évident. Je vais le résumer en 2 phrases. En Algérie, les citoyens ne sont pas libres et les Algériens sont tous soumis à l'arbitraire. Même lorsque des membres de ce même régime rentrent en disgrâce, ils sont eux-mêmes soumis à l'arbitraire grâce à un outil sécuritaire répressif entre les mains exclusives du régime. 6. Une justice aux ordres. Malheureusement, même s'il existe, j'en suis convaincu, quelques juges et autres magistrats honnêtes en Algérie, l'institution judiciaire en tant que telle est probablement celle qui est le plus instrumentalisée par le régime. Il en fait une arme pour réduire à néant et pour broyer toute forme de contestation. Elle est utilisée aussi bien pour écarter les adversaires appartenant à d'autres clans du régime, pour faire taire une contestation politique ou pour châtier des chefs d'entreprise par exemple. 7. Le refus d'une presse vraiment indépendante. Le refus de permettre l'émergence d'une presse vraiment indépendante et le harcèlement des médias est le dernier marqueur que je citerai ici. Dans la continuité de ce que j'expliquais à l'instant à propos de la justice en Algérie, on en est à constater l'emprisonnement d'un citoyen pour ses idées, exprimées parfois sur les réseaux sociaux, mais aussi l'emprisonnement d'un journaliste pour ses opinions. Le cas d'Al-Qadi Hassan est éloquent à ce titre. On en est à constater aussi la condamnation à mort, oui, la condamnation à mort d'un autre journaliste, Abdou Samar, actuellement réfugié en France, mais j'aurais pu aussi énumérer des dizaines d'autres cas également. Arrêtons-nous 5 secondes sur les 2 exemples que je viens de citer. Et je m'adresse vraiment à la conscience du peuple algérien. Comment peut-on accepter que des journalistes, et c'est vrai pour n'importe quel autre citoyen, puissent être traînés dans la boue de cette manière? Ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas avec eux. Et j'ai pu, par le passé, avoir des désaccords avec les écrits de l'un ou les positions de l'autre. Ce n'est pas le sujet. Je vais vous dire, on s'en fout des désaccords qui peuvent exister entre certains Algériens et d'autres. Les journalistes ont le droit de s'exprimer. Et on n'emprisonne jamais un journaliste pour ses idées. Il n'y a que dans les dictatures que ça arrive. Il n'y a que chez les voyous que ça arrive. Partout dans le monde moderne, les journalistes sont poursuivis parfois pour leurs écrits, lorsque cela est justifié. Et ils risquent parfois une condamnation pécuniaire importante, en cas de diffamation notamment. Mais jamais, au grand jamais, dans un pays civilisé, on emprisonne de journalistes. Sauf dans des cas très précis et très graves d'atteinte notamment à la sécurité nationale. Encore faut-il que celle-ci soit matérialisée et prouvée par une justice indépendante, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Alors imaginez une peine capitale, une condamnation à mort visant un journaliste parce qu'il serait coupable d'avoir divulgué dans le cadre de son métier des informations sensibles. Franchement, je vais vous dire, c'est de la folie. Je pense que les points que je viens d'évoquer ne laissent aucun doute sur la vraie nature du pouvoir algérien, et ce, même s'il demeure une partie du peuple, je le constate, qui est abruti totalement par la propagande du régime. Ceux-là vous diront, laissez-nous tranquilles, nous vivons très bien. Il y en a qui sont convaincus ou qui essaient de se convaincre que ce régime est magnifique, mais qui partiraient pourtant à l'étranger à la première occasion. La question centrale que j'ai envie de poser aujourd'hui est destinée non pas aux Algériens, mais aux dirigeants français, et principalement au président de la République, Emmanuel Macron. Les autorités françaises ne sont pas dupes. Elles connaissent la réalité du pouvoir en Algérie. Elles savent que de l'autre côté de la Méditerranée, ceux qui sont aux manettes en Algérie ne sont ni sérieux, ni fiables. Ils connaissent aussi à quel point le sentiment anti-français est utilisé, non sans populisme, pour entretenir cette haine contre la France et ainsi permettre à la dictature algérienne de continuer d'exister en puisant dans la rente mémorielle. Tout ceci, les autorités françaises le savent.
Mais alors, jusqu'à quand cette relation contre nature? Jusqu'à quand cette complaisance? Je le dis très clairement et très calmement, car j'ai eu l'occasion de le dire en ces termes lors de rencontres privées avec certains responsables français. Ceux qui en France soutiennent ce régime corrompu et médiocre, et je dirais même dangereux, ceux qui soutiennent cette dictature ne sont pas les amis de l'Algérie. Et ils ne sont pas non plus les amis des Algériens. Ce sont les amis intéressés, oui, je dis bien intéressés, et intéressés souvent à titre personnel, comprendra qui voudra. Donc ce sont les amis intéressés, je le redis, d'une caste qui a fait main basse sur un pays et ses richesses. Et ils sont les amis intéressés d'un régime qui sait par ailleurs récompenser ses soutiens. Alors disons les choses clairement, là aussi. D'un point de vue éthique, la France, qui se targue d'être une grande démocratie et de faire la leçon à la planète entière, ne peut pas raisonnablement parler au nom de la démocratie et soutenir une telle dictature. D'un point de vue géopolitique, le régime algérien, et notamment ceux qui l'incarnent aujourd'hui, a décidé de défendre les intérêts de la Russie et de tourner le dos à la France. Tout le monde l'a constaté depuis plusieurs mois. La France peut-elle encore considérer le pouvoir algérien comme un allié régional? J'en doute fort. Il n'y a qu'à voir la réaction algérienne devant ce qui est en train de se passer, notamment au Mali, au Niger et ailleurs en Afrique. D'un point de vue économique, l'Algérie est certes le second partenaire de la France en Afrique. Mais ce partenariat, qui repose en très grande partie sur l'achat du gaz algérien, aussi important soit-il, ne doit pas anesthésier le positionnement français. La relation en dents de scie entre la France et l'Algérie est en réalité malsaine. Elle réunit d'un côté une dictature immature et irresponsable et de l'autre côté une puissance démocratique sur le déclin qui ne sait pas gérer et qui n'a jamais su gérer le complexe historique né de son statut d'ancienne puissance coloniale. Or, ceux qui sont à la tête du pouvoir algérien le savent. Ils en jouent et ils en abusent. Je le dis tout aussi clairement, tant que les dirigeants français n'auront pas saisi que seul le rapport de force est compris et respecté par le régime d'Alger, la France ne sera pas respectée. Oui, parce que vous mentirez. Celui qui vous dirait que l'Algérie officielle respecte la République française. S'il se comporte comme il se comporte depuis plusieurs années, c'est parce que les Algériens savent qu'il y a beaucoup de lâcheté dans l'attitude française. J'aurai l'occasion d'aborder ce sujet prochainement avec plus de détails. Pour ajouter un point important qui concerne les débats franco-français, très focalisés depuis un certain temps sur la question de l'immigration. Je dirais la chose suivante. Tant que la France continuera de soutenir des régimes antidémocratiques en Afrique notamment, elle continuera de voir affluer sur les côtes européennes des personnes qui fuient ces mêmes régimes et qui fuient la misère générée par ces mêmes dictatures. Raisonnablement, on ne peut pas, lorsqu'on est une démocratie digne de ce nom, dire aux populations du Sud « Nous soutenons ceux qui créent votre malheur, nous soutenons les régimes dictatoriaux qui créent la misère, qui est la vôtre, nous soutenons ceux qui vous dénient votre liberté et qui parfois mettent en péril votre vie. Nous soutenons ceux qui permettent à la France d'exploiter les richesses de vos pays. Et nous soutenons enfin ceux qui ne veulent pas partager avec vous les produits des richesses de vos pays. Nous les soutenons, oui, mais malgré tout, restez chez vous, subissez-les, et ne venez surtout pas chez nous. Et taisez-vous. Voilà le message envoyé par la France, mais aussi par d'autres pays européens, aux populations du Sud de la Méditerranée. Et avec ça, vous pensez vraiment que cette attitude permet de faire baisser les flux migratoires ? Je ne le pense pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec une approche si injuste et si incohérente, il y aura toujours plus de candidats à l'exil, et donc plus de candidats pour venir coûte que coûte en Europe. Si une écrasante majorité d'Algériens rêvent de départ,
et de visas. Si certains d'entre eux prennent des barques de fortune en espérant atteindre l'Europe ou, à défaut, mourir noyés en Méditerranée, ce n'est pas par haine de l'Algérie, ni même par amour de la France. C'est juste pour fuir le désespoir créé par ces dictatures, alliées des puissances européennes, de ces régimes détestables, alliés le plus souvent de la France. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.